Radio Shalom. Le journal vous est présenté par Bernard Abouaf. Bonsoir à tous. Israël se prépare à une opération d'envergure au Liban. Le ministre de l'Intérieur, de la Défense, a affirmé: nous avons donné l'ordre de détruire l'infrastructure terroriste au Liban, comme cela a été fait à Rafah. Rafah, qui est une ville de Gaza, donc il s'appuie sur l'opération israélienne qui a duré 2 ans à Gaza. Les habitants du sud du Litani, c'est-à-dire le fleuve qui traverse le sud Liban, ne rentreront pas chez eux tant que le Hezbollah reste une menace, a ajouté le ministre israélien de la Défense. Et les Israéliens ont annoncé le lancement d'une opération qui touche pour l'instant 150 000 hommes mobilisés en Israël. Selon Reuters, les pourparlers devraient s'engager prochainement pour un cessez-le-feu impliquant le désarmement du Hezbollah, et les deux peuvent être faits ensemble, affirme un responsable israélien. Des émissaires, les deux, c'est-à-dire une opération terrestre et des négociations de paix. Des émissaires du Conseil de paix, l'organe international dirigé par Donald Trump et chargé de superviser l'après-guerre à Gaza, ont rencontré au Caire des représentants du Hamas afin de tenter de préserver le cessez-le-feu à Gaza. Cette réunion, tenue durant le week-end, constitue la première rencontre rendue publique entre le Hamas et cette instance depuis le début du conflit avec l'Iran. Il est vrai que les regards ne sont plus tellement tournés vers Gaza aujourd'hui, mais vers le Liban et l'Iran. Tsahal a annoncé avoir mené une frappe significative, c'est l'expression utilisée par l'armée israélienne, au cœur de Téhéran contre un centre spatial du régime de l'Iran. Selon l'armée israélienne, l'attaque menée par l'aviation sur la base de renseignement fournie par le renseignement militaire visait une installation utilisée pour développer des capacités destinées à frapper des satellites. Un homme d'environ 50 ans a été grièvement blessé à Kiryat Gat après avoir été percuté par un véhicule alors qu'il tentait de courir vers un abri pendant une alerte. On part pour Jérusalem, où l'on retrouve notre correspondant permanent Richard Darmon. Bonsoir Richard. Bonsoir et shalom. Richard, les dernières informations font état d'une préparation d'une intervention terrestre au Liban, de Tsahal, et une opération d'envergure. Il y a des signes qui ne trompent pas. On a déjà bombardé les ponts sur le fleuve Litani, etc., pour empêcher que le Hezbollah ait des renforts. Quelles sont les informations que vous avez à Jérusalem ? Mais écoutez, je crois que c'est maintenant officiel. Depuis le début d'après-midi, le ministre de la Défense Israël Katz a fait une déclaration annonçant officiellement que Tsahal commençait une opération sur le territoire libanais, une opération qui durera un certain temps. Et il y a eu parallèlement ces derniers jours, mais aussi aujourd'hui, des ordres de mobilisation de nouveaux réservistes. On avait déjà, il y a quelques jours, mobilisé environ 70 000 réservistes, sans dire que c'était forcément pour le Liban, mais sur fond de guerre avec l'Iran et avec le Hezbollah. Et là, il y a à nouveau, il n'y a pas de chiffre qui est précisé, mais on parle de au moins 100 000 à 150 000 réservistes dans un premier temps qui vont être mobilisés pour donc entamer une opération terrestre au Liban. Cette opération, en fait, a 3 buts, si on peut dire. Le premier, c'est de fixer les contours d'une nouvelle zone de sécurité qui sera interdite au Hezbollah pour l'empêcher de tirer non seulement avec des RPG, des lance-roquettes, mais aussi des missiles ou des roquettes à plus grande portée. Et donc, on se souvient que dans les opérations qui avaient été menées dans le sillage du 7 octobre 23 et jusqu'en avril, mai 2024, ou plutôt jusqu'en novembre, excusez-moi, pendant tous ces mois, pendant presque un an, pendant, disons, l'année qui avait suivi, et surtout les 3 derniers mois de août à novembre 2024, Israël avait déjà détruit un certain nombre de positions militaires et de villages qui étaient noyautés par le Hezbollah, qui étaient à peu près distants de 5 km de profondeur seulement le long de la frontière israélienne. Et là, l'enjeu de cette nouvelle opération, c'est de pousser plus loin, de faire un sas de sécurité pour protéger les localités israéliennes frontalières, et de pousser ces 6 km à peu près 15 voire 20 km
et certains parlent même d'arriver jusqu'au fleuve Litani, qui a une trentaine de kilomètres au nord de la frontière. Et donc, on a affaire à une opération qui commence maintenant, une opération d'envergure. C'est pas simplement, en fait, aussi pour repousser les tireurs de roquettes et les tireurs de missiles, mais c'est aussi pour empêcher la force Radwan, les commandos du Hezbollah, dont un tiers d'ailleurs ont été éliminés entre donc août et novembre 2024, date du premier cessez-le-feu avec le Liban, avec le Hezbollah. Il y a encore 2 tiers de forces Radwan qui sont actives, et donc c'est aussi protéger, empêcher qu'un second 7 octobre ne puisse intervenir contre les localités frontalières israéliennes. Bon, le deuxième but, c'est aussi d'installer, pour cette zone, d'installer en plus des 5 postes militaires de Tsahal qui ont été créés pendant cette première opération en 2024, c'est d'en créer environ une douzaine d'autres, d'arriver à peu près une vingtaine de postes militaires tout le long de la frontière pour donc faire de cette zone une véritable zone de sécurité. Et puis, on comprend bien aussi que le troisième but dans cette opération, c'est effectivement de tenter cette fois d'en finir avec le Hezbollah, qui a perdu quand même pas mal d'armes. Tout à l'heure, je pourrais en reparler, et pas mal de missiles, mais qui reste une puissance très malfaisante au nord d'Israël. Il a réussi il y a quelques jours, le 11 mars, il a réussi à tirer 200 roquettes sur les 600 qu'il avait prévues, ce qui montre que donc, la dissuasion israélienne marche, parce qu'il avait prévu vraiment de faire un blitz de 600 roquettes. Il n'y en a eu que 200 qui ont été tirées. Et donc, une déclaration contre le Hezbollah, mais qu'il agisse concrètement sur le terrain. Voilà, donc il y a un indice intéressant à ce niveau-là, c'est que cet après-midi, les derniers rapports des pêches venant de Beyrouth ont annoncé que le gouvernement libanais, pour la première fois depuis toujours, j'allais dire, a ordonné aux médias du Liban, aux médias libanais, les radios, les télévisions et les sites qu'il peut contrôler, d'arrêter d'utiliser le mot résistance pour désigner le Hezbollah, résistance ou la résistance islamique, comme souvent on le faisait jusque-là. Et donc le gouvernement a demandé de ne plus utiliser ce vocabulaire. Donc un changement sémantique qui indique une direction, une volonté, à défaut d'une efficacité pour l'instant, mais d'une volonté du gouvernement libanais de se séparer du Hezbollah. Richard Darmon, je rappelle que vous êtes l'un de nos correspondants permanents à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous. La Turquie a condamné cette opération terrestre menée au Liban et elle dénonce une action qui aggrave l'instabilité dans la région. Dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères utilise des mots qui sont toujours totalement excessifs et parle d'une politique génocidaire, là encore, et de punition collective. Il affirme qu'il va y avoir une nouvelle catastrophe humanitaire au Moyen-Orient. Le commandement du front intérieur de l'armée israélienne a annoncé que les consignes de sécurité en vigueur resteront inchangées au moins jusqu'à mercredi soir, en raison de l'actualité que vient d'expliquer Richard à Jérusalem. Les écoles demeurent fermées dans la majorité du pays. Une nouvelle évaluation de la situation sera menée mercredi soir, donc après-demain à 20h. Tsahal a annoncé avoir mené une frappe significative, c'est l'expression utilisée par l'armée israélienne, au cœur de Téhéran, contre un centre spatial du régime de l'Iran. Selon Tsahal, l'attaque menée par l'aviation sur la base de renseignement fournie par le renseignement militaire visait une installation utilisée pour développer des capacités destinées à frapper des satellites, considérés comme une menace pour les satellites d'Israël et d'autres pays. L'Iran a demandé à l'Inde de libérer 3 pétroliers saisis en février près des eaux indiennes dans le cadre de discussions visant à garantir la sécurité des navires qui passent par le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire les Iraniens, en fait, disent aux Indiens, vous voulez laisser passer vos navires, déjà vous nous rendez les nôtres. Des débris issus d'interceptions de missiles tirés depuis l'Iran sont tombés cet après-midi en plusieurs points de Jérusalem, dont à proximité immédiate du bureau du Premier ministre. Selon les informations rapportées par la presse israélienne, certains fragments sont tombés à seulement quelques mètres du bâtiment de Benyamin Netanyahou. Un homme d'environ 50 ans a été grièvement blessé à Kiryat Gat après avoir été percuté par un véhicule alors qu'il tentait de rejoindre un abri pendant une alerte. L'homme essayait de descendre d'un autobus lorsque l'incident s'est produit. Il a en fait tout simplement
été fauché par une voiture. Le témoignage de Yaron. Yaron, lui, est à Rishon LeZion. Sa fille a été grièvement blessée et son appartement a été gravement endommagé par une bombe qui venait d'Iran. Rishon LeZion, c'est à quelques kilomètres seulement de Tel Aviv. J'ai couru vers l'abri. J'ai entendu la sirène. Et tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression que la maison a été touchée. Et j'ai couru comme un dingue. Et là, j'ai vu toute la maison, tout détruit. Je suis rentré à l'intérieur de la maison. Et il faut savoir que l'abri, c'est un abri commun entre moi et mon voisin. Je ne pouvais pas ouvrir la porte, il ne pouvait pas lui non plus sortir. J'ai reçu tout d'un coup une force surhumaine et je l'ai sorti, j'ai sorti les portes de l'abri. Et voilà. Et je l'ai sauvée. Elle est tombée devant moi. On est sorti. Et après, dehors, il y avait les forces de sécurité qui nous attendaient. Voilà, donc Yaron qui est allé chercher sa fille blessée dans sa maison par un tir de missile iranien. Et ça se passe à Rishon LeZion. On remarque d'ailleurs que ce sont les villes du centre qui sont le plus touchées par les attaques iraniennes. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a déposé une motion de censure contre le gouvernement à la Knesset. Il revient donc sur cette décision de ne pas faire de ce type d'initiative durant une guerre. Il s'était engagé. Mais en fait, il accuse la coalition de promouvoir des projets de loi sans lien avec l'effort de guerre et de transférer des milliards de shekels à des fonds destinés à la communauté orthodoxe, c'est-à-dire la communauté la plus religieuse en Israël. Des émissaires du Conseil de paix, l'organe international dirigé par Donald Trump et chargé de superviser l'après-guerre à Gaza, ont rencontré au Caire des représentants du Hamas afin de tenter de préserver le cessez-le-feu à Gaza. Je vous le disais en titre, cette réunion tenue durant le week-end constitue la première rencontre rendue publique entre le Hamas et cette instance depuis le début du conflit avec l'Iran. Les responsables du Hamas ont averti qu'ils pourraient revenir sur certains engagements pris dans le cadre de la trêve si Israël maintient des restrictions qui ont été imposées à Gaza après le cessez-le-feu et qui viennent être sur la population de Gaza en raison de la guerre avec l'Iran. Une vidéo tourne énormément sur Internet. On y voit le maire de New York, Zohran Mamdani. Un homme vient et lui dit « Mais vous avez défendu le droit d'Israël à exister », ce qui d'ailleurs est totalement faux. Zohran Mamdani n'a jamais soutenu le droit d'Israël à exister. Et il lui dit « Mais Israël n'a pas le droit à exister ». Et ce qui frappe, c'est pour ça que la vidéo tourne beaucoup, c'est que Mamdani ne dit absolument rien. Il ne s'oppose absolument pas à cet homme qui lui dit « Israël n'a aucun droit d'exister ». Des gens comme moi qui ont été attaqués par les politiciens. Et vous avez défendu le droit d'Israël d'exister. Ma famille est en Palestine. Je dis ici « Free Palestine ». Mais ça, y a pas, mais ne croyez pas, ne soyez pas hypocrite. Vous dites Free Palestine, mais vous défendez le droit d'Israël à exister. Israël n'a aucun droit à exister. Aucun droit d'exister, dit cet homme. Et je vous dis, le plus frappant, c'est de voir Mamdani qui le regarde et qui ne bronche pas, qui donne donc l'impression d'être d'accord avec lui, maire de New York. Un nouveau sondage mené au Royaume-Uni relève qu'un étudiant universitaire sur 5, donc un étudiant à la fac, se dit réticent à partager un logement avec un étudiant juif et même refuserait de partager. 23% des étudiants interrogés, donc on est en Angleterre, affirment avoir été témoins de comportements visant des étudiants juifs en raison de leur religion ou de leur origine. Le phénomène est particulièrement marqué dans le contexte des manifestations liées au conflit israélo-palestinien. Parmi les étudiants qui déclarent assister régulièrement à ce type de rassemblement, 39% d'entre eux disent qu'ils ont observé des cas fréquents de harcèlement visant des étudiants juifs. Le sondage indique également qu'une proportion importante d'étudiants
affirme avoir entendu sur les campus des slogans qui glorifient les terroristes du Hamas. Nous sommes en ligne avec Victor Sacha. Bonsoir Victor. Bonsoir. Alors Victor, nuit des Oscars, succès plein pour une bataille après l'autre. Donc on s'y attendait un peu en même temps. Une belle cérémonie, des prix un peu attendus. Alors globalement, oui, on a eu des prix attendus. C'est une année en fait où il y a eu une bataille, faire un jeu de mots sans le vouloir, assez féroce entre le grand favori, une bataille après l'autre, et le cheval noir, le deuxième, Sinners. Et en fait, c'est deux films qui n'ont montré aucun signe de faiblesse durant toute la campagne des Oscars. Et on se demandait si Sinners ne pouvait pas créer la grande surprise dans différentes catégories, gagner l'Oscar du meilleur film. Et bien, finalement, c'est bien le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, qui a largement remporté la bataille. Il y a des films à sujet juif. On parlait par exemple du procès de Nuremberg qui ont fait quelque chose. Alors, le procès de Nuremberg était pressenti pour être nommé. Malheureusement, il n'y a eu aucune nomination, donc il n'était pas du tout présent hier. Marty Suprême est un film à sujet, juif. Oui, le héros est un juif, tout à fait, qui est une histoire vraie en plus. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, et puis surtout, ça parle énormément du rapport au peuple juif, du rapport à la Shoah, du rapport à l'histoire de l'émergence du peuple juif dans les années 50. Et là, c'est une triste soirée, malheureusement, pour ce film, qui était énormément nommé, qui avait eu 9 nominations aux Oscars et qui n'a rien gagné. Et puis surtout, Timothée Chalamet, au début de la campagne des Oscars, était le grand favori, l'immense favori. Je me rappelle que je vous parlais à votre micro il y a un mois en disant que ça allait être une évidence que Chalamet allait remporter l'Oscar du meilleur acteur et devenir le plus jeune à jamais gagner l'Oscar du meilleur acteur, parce qu'il n'a que 30 ans. Oscarisé. Ouais. Et ce n'est malheureusement pas arrivé. Il a finalement, au long d'une campagne qui a été trop longue, je pense que les Oscars, ça fait trop longtemps que ça dure. Normalement, c'est mi-février. Là, on est quasiment fin mars. La campagne a duré 2 mois, 3 mois. Au final, le film, c'est un peu... Il a été pris de court, Chalamet. Il a eu une campagne qui s'est trop épuisée. Je pense que les gens en ont eu marre de lui, en ont eu marre de sa surmédiatisation et ont décidé de donner l'Oscar du meilleur acteur à Michael B. Jordan, donc pour Sinners. Les Israéliens ? Des Israéliens, non. Documentaire, pas peut-être cette année. En documentaire, non, c'est des documentaires politiques qui a été récompensé. Monsieur Personne contre Poutine, un documentaire sur un enseignant qui raconte sa lutte face au dictateur russe. Pendant que l'Oscar du meilleur film étranger devait être donné, alors il y avait un film palestinien, enfin tunisien, mais sur un sujet palestinien qui a été nommé, qui raconte l'histoire de la mort de l'enfant Inrajab à Gaza, qui a un rapport du coup en direct avec Israël. L'acteur Javier Bardem, très très grand acteur de l'histoire des 20 dernières années, l'acteur mexicain, a dit sur scène, mettons fin à la guerre. Il avait un petit badge avec marqué End to the War. On imagine que c'est en rapport avec l'Iran. Et il a dit Free Palestine. On se rappelle aussi que Jafar Panahi, le réal iranien qui est condamné à une peine de prison et devrait normalement faire de la prison quand il va rentrer en Iran, avait 2 nominations hier et n'a malheureusement remporté aucun Oscar. Merci Victor. Bonsoir à vous. Merci à vous. Au revoir.